Bonjour et bienvenue pour ce premier webinaire, le premier d'une série de 8, qui est en quelque sorte un forum en ligne, puisque nous avons dû annuler, pour des raisons que vous connaissez, le forum qui était prévu le 11 septembre dernier. Ça, c'est une des conséquences, évidemment, de la crise sanitaire, une des. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. On peut dire que parmi celles-ci, celle qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait qu'il y a la prise de conscience que de nouveaux modèles économiques sont nécessaires. Et on le voit d'ailleurs à travers un certain nombre de publications. Je vais prendre un exemple qui est la tribune qui a été signée par des grands patrons français, des patrons du CAC 40, et qui est paru dans le journal Le Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tribune, dans laquelle il disait qu'il fallait mettre l'environnement au cœur de la relance économique. Alors c'est une découverte peut-être un peu tardive pour certains. En ce qui nous concerne, nous avons eu le plaisir d'assister à la signature par plus de 70 chefs d'entreprise de cette région, et non des moindres d'ailleurs, à une tribune du même genre, mais qui ne disait pas « on doit faire », qui disait « nous faisons ». Et nous avons déjà fait, nous sommes déjà en cours, on fait déjà avec REV 3, avec cette troisième révolution industrielle. Et c'est une démarche, évidemment, qui est une démarche dotée d'une certaine antériorité, puisque nous avons démarré en 2013, une démarche qui avait été conclue d'ailleurs avec l'appui de 120 experts de cette région qui s'étaient mobilisés, et puis le concours de Jérémy Rivkin, que certains d'entre vous ont probablement pu voir. Et c'est à ce moment-là que nous avions lancé la démarche troisième révolution industrielle, que nous appelons maintenant REV 3. Ça va peut-être un peu au-delà de la troisième révolution industrielle. Et cela signifie que nous sommes dans une triple révolution dans les Hauts-de-France, une révolution digitale, une révolution environnementale et une révolution territoriale. L'originalité, la principale originalité, et c'est unique en France, c'est le caractère fédérateur de cette démarche. C'est-à-dire que tout le monde y participe, le monde politique, et je dois dire que on a démarré avec un conseil régional de gauche, et socialiste et écologiste, et nous sommes maintenant dans un autre conseil régional. Ça ne change rien. Nous sommes transpartisans, nous travaillons, quelles que soient les convictions politiques des uns et des autres. Le monde économique qui s'est mobilisé avec le monde politique, notamment avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région, l'université, les grandes écoles de la région, le monde de la recherche, les milieux associatifs. Bref, c'est une grande collectivité, un grand collectif pour faire avancer ce REV 3. Et je le répète, je l'ai dit et je le répète, c'est unique en France. Nous avons déjà des résultats concrets depuis les années que nous travaillons. Nous avons 1200 opérations qui ont été menées à bien, qui ont été conduites, 1200 opérations. Et nous avons une batterie d'indicateurs qui nous permet de mesurer les progrès que nous avons accomplis. Pour certains, ça va moins vite que nous le souhaiterions. Pour d'autres, c'est en bonne voie. Et je crois que tout cela mérite évidemment d'être mis en avant. Avec cette brochure, vous saurez tout. C'est une brochure qui sort aujourd'hui. Elle est mise en ligne aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir la version imprimée, il suffit de la demander. Elle sera à votre disposition et vous pourrez, je le dis encore une nouvelle fois, mesurer le chemin parcouru. Alors pour commencer, je voudrais appuyer mon propos par le témoignage d'une personne et même d'une personnalité engagée avec nous depuis la première heure, Jérémy Rivkin. Say hello to all my friends in Hunter France. It's really a pleasure to be with you today at this REV3 forum. It's been 8 years since we began this first pioneering roadmap in Europe, the REV3 roadmap. And in that time, it's remarkable the success of this region. But more importantly, what I've noticed over the many years we've been together is the tremendous sense of solidarity and sense of fraternity across this region. It's a very special place because there are regions in the world that would not have been able to come together and create a revolution of the type that you're doing here in this industrial area of France. And you're beginning to create an infrastructure, if you will, for a third industrial revolution, which has been our basic objective and goal in the European Union since 2007.
for sure that this region is the pioneering region and the best case in practice right now existing in Europe. Alors bon, c'est une confirmation des propos que je tenais en ce mot d'accueil. Nous sommes, les Hauts-de-France, une région pionnière, une région qui a été en quelque sorte le précurseur d'un mouvement qui se dessine de façon plus générale en France aujourd'hui. On a évidemment l'intention de garder ce temps d'avance, de rester pionnier, de rester en tête en quelque sorte du peloton, et ça veut dire qu'il faut que l'on accélère. On souhaite aujourd'hui aller plus vite, aller plus loin. C'est ce qu'a voulu notamment la région, le conseil régional, en votant le plan de relance du 30 juin dernier, qui est très axé effectivement sur REF 3. Et puis c'est voulu également par tous les partenaires, par les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie bien sûr, la Chambre d'agriculture, le monde universitaire, je l'évoquais tout à l'heure, et puis des partenaires comme l'ADEME, qui est pour nous dans cette région, et Arnaud Leroy, qui est le PDG de l'ADEME, la suit de façon très très particulière. Et plus que jamais, nous voulons que ce collectif soit au service de grands projets. On veut aujourd'hui développer de nouveaux projets. Et ces projets vous seront présentés au cours de tous les webinaires qui vont s'étaler d'ici au 8 décembre. On va vous parler d'hydrogène, on va vous parler de réseaux intelligents, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'économie circulaire, de la bioéconomie, de l'énergie, l'efficacité énergétique, le mix énergétique, du bâtiment, le bâtiment intelligent notamment, de l'industrie et comment l'industrie, qui est encore forte dans cette région, peut maîtriser les émissions de CO2, voire neutraliser les émissions de CO2, et puis la mobilité, qui est un des secteurs clés également dans notre démarche. Vous voyez qu'on couvre véritablement la totalité de ce que doit être cette révolution industrielle, cette révolution économique, cette révolution sociétale, en quelque sorte. Et puis, il nous faut aussi, on vous en parlera, parler des territoires, parce que tout se joue dans les territoires. Ça ne se joue pas d'en haut, ça se joue vraiment là où les gens vivent et là où les gens travaillent. Et puis, une question que nous n'éluderons pas, qui est celle des moyens. Elle est fondamentale. Quels moyens importants, quels moyens supplémentaires pouvons-nous mettre au service de REF 3, au service de cette grande ambition? Ce sera l'objet du prochain webinaire, de notre prochain forum en ligne, le 6 octobre. Donc, retenez bien cette date, où on vous parlera de ce qui existe. On vous donnera également des pistes pour ce qui va venir et on vous annoncera, je pense que ce sera une grande nouvelle, on vous annoncera une initiative nouvelle destinée à doter cette région de grands moyens supplémentaires pour réussir REF 3. Voilà, c'est le signe que nous voulons aller plus vite, que nous voulons aller plus loin, que nous voulons donner une nouvelle dimension à REF 3, et cela se fera bien évidemment avec les entreprises. Et donc, je passe la parole immédiatement à Philippe Ourlin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région des Hauts-de-France, représentant des entreprises de cette région. Merci Philippe. Oui, je rebondis tout à fait sur ce que tu disais. Cette crise du Covid que nous sommes en train de vivre, ça a été un formidable accélérateur de tendance pour tout le monde, mais en particulier pour les entreprises. Les entreprises ont dû s'adapter très vite, ont dû faire preuve de résilience, ont dû faire preuve d'une énergie considérable et ont dû réfléchir à leur après. On parle toujours du monde d'après. C'est vrai que ça se transforme très très vite. Et cette transformation, ça ne se fera pas sans une transition énergétique et écologique et sans une transition numérique. Et REF 3, ce monde d'après, c'est un peu la solution pour les entreprises. C'est une solution très forte pour les entreprises et en particulier dans notre région. Je travaille beaucoup avec les présidents de CCI régionales français et ils sont presque jaloux, envieux du travail que nous avons fourni pendant 6 ou 7 ans, surtout toi Philippe, et merci de la vision que tu as pu avoir avec Jérémy Rifkin et Daniel Percheron à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, même si au départ beaucoup de chefs d'entreprise étaient sceptiques, beaucoup d'industriels étaient sceptiques, aujourd'hui ils s'emparent du dossier, ils doivent s'emparer du dossier. Nous avons une véritable différenciation dans cette région, que ce soit les entreprises, le monde économique ou que ce soit les territoires. Et cette différenciation va nous être utile pour rebondir, même indispensable pour rebondir. En plus, je dirais,
Regardez les plans de relance. Regardons le plan de relance national, 30 milliards réservés à la transition énergétique. Regardez le plan de relance régional, là aussi 30% réservés à la transition énergétique. Regardez les plans des différentes communautés territoriales. Systématiquement, la transition écologique et énergétique, il y a une place importante. Donc les entreprises doivent s'emparer de ce dossier de REV 3. Nous avons une habitude de travail, nous avons des équipes constituées de collaborateurs des CCI, de collaborateurs du Conseil régional. Ils travaillent ensemble dans les mêmes bureaux, ce qui est assez remarquable. Ils ont déjà servi, souviens-toi Philippe, on avait donné l'objectif fin 2020, 1400 projets. Nous sommes à peu près à 1250. Nous réaliserons nos objectifs et c'est grâce à ces collaborateurs qui sont parfaitement expérimentés et qui peuvent nous apporter à nous, chefs d'entreprise, un plus énorme. Et je voulais dire que profitez-en, profitez de ces équipes et que la région, que les entreprises régionales profitent de ces équipes. En plus, l'argent, l'argent va être là. On travaille tous ensemble hein, et ça sera plus longuement explicité dans les prochaines réunions. Mais on travaille tous ensemble sur une aide financière beaucoup plus importante, un apport financier plutôt qu'une aide financière beaucoup plus importante. Et on avance bien, les sommes que nous évoquons sont plus qu'importantes, et on avance bien. Et je voudrais citer un exemple. Je suis moi persuadé que REV 3, ça ne s'oppose pas au business. Au contraire, regardez, je recevais il y a quelques jours ici même le directeur d'Aluminium Dunkerque. Aluminium Dunkerque a suivi tout de suite, qui a été très partant, hein, on parle d'industrie derrière REV 3, produit aujourd'hui l'aluminium le plus net de carbone du monde, donc c'est un plus concurrentiel. Et en plus, il a fait des économies d'énergie de plus de 50%. Donc, vous voyez que pour l'industrie, c'est majeur. Pour l'industrie, c'est facteur d'avancée et pour la logistique aussi, puisque la Cité internationale de la logistique installée dans le Pas-de-Calais est en train, là aussi, de travailler sur REV 3. Donc, pour moi, ce que je voulais vous dire, c'est que REV 3, c'est pas le business sous REV 3. Ce matin, je rencontrais une jeune chef d'entreprise, une industrielle en plus, qui me disait « Oui, mais moi, j'ai pas le temps, je suis débordé, je dois m'occuper de mes clients. » Je lui disais « Non, ce n'est pas le business ou REV 3. REV 3, c'est une opportunité de business et de meilleure rentabilité parce qu'on fait des économies d'énergie, parce qu'on peut vendre un peu plus cher les produits REV 3. Et je voulais insister sur ces différents points. Il faut que les entrepreneurs s'approprient REV 3. C'est aujourd'hui notre source d'avenir, notre source d'après, comme tu dis souvent, Philippe. Merci, Philippe. On vous a réservé aussi, je ne vais pas dire une petite surprise, mais un invité, qui n'est pas un invité mystère, même s'il est encore masqué, mais qui est notre grand témoin, en quelque sorte. Alors, il s'agit de François de Jouvenel. François de Jouvenel est délégué général de Futurible International. C'est un centre d'études et de réflexion prospective très, très noté, très bien coté. Et il est également directeur de la revue Futurible. Alors pour le clin d'œil, la revue Futurible, le numéro qui est paru à la fin de la semaine dernière, avait pour titre « Agriculture, énergie, climat, pensée globale et agir local ». On est tout à fait dans notre sujet. Alors avec votre regard extérieur, avec votre regard prospectif, on est bien parti ou on n'est pas bien parti ? Alors, merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce webinaire. Alors, avant de se plonger dans le long terme, j'aimerais moi aussi, comme mes prédécesseurs d'ailleurs, revenir un tout petit peu sur le très court terme. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui plongé dans une crise profonde, crise sanitaire, mais aussi sociale, économique, et que cette crise, elle doit être aussi porteuse d'enseignements sur les différentes transformations que nous devons accomplir. Pourquoi revenir sur cette crise ? Parce que pour moi, cette crise, elle avait été anticipée. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, lire, elle a été assez fortement anticipée. Par contre, nous n'y étions pas préparés. Et en fait, par rapport à un certain nombre de grands changements à venir, notamment de grands changements dans le domaine environnemental, on se retrouve dans la même situation. On a un certain nombre de changements qui sont anticipés. On les connaît, ils sont documentés, ceux depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on y est très mal préparé.
On y est très mal préparé. Pourquoi? Parce que ces grands changements supposent une modification profonde de nos modes de vie. Et que changer de mode de vie, ce n'est pas facile. Changer de mode de production, de mode de consommation, de façon d'estimer la valeur des choses, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et donc, c'est quelque chose qui est dur et à laquelle nous ne sommes pas habitués. Donc, par rapport aux transformations face auxquelles nous sommes placés, on connaît en réalité les défis à relever. On n'est pas là face à un défi d'anticipation. On est encore une fois face à un défi de préparation. On sait qu'il faut que nous allions vers une économie plus sobre en consommation de ressources. Il faut que nous allions vers une économie plus inclusive. On sait qu'il faut que notre économie soit également plus résiliente vis-à-vis des crises. Tous ces éléments-là, nous les connaissons. Et pourtant, nous peinons à faire émerger cette nouvelle économie. Alors le point positif, c'est que vous, ici, en Hauts-de-France, et avec Rêve 3, vous avez un coup d'avance. Vous avez pris le taureau par les cornes il y a déjà un certain temps. Donc vous avez déjà engagé un certain nombre de processus. Vous avez des éléments de vision, vous avez des axes stratégiques, et vous avez mentionné tout à l'heure 1200 projets, je crois, qui se développent sur la région. Donc vous êtes déjà, en quelque sorte, vous êtes déjà en partie préparé aux changements qui interviennent. Ensuite, vous avez mentionné tout à l'heure, Philippe Vasseur, la nécessité d'accélérer, de donner davantage d'ampleur à ces changements. Ce n'est pas parce qu'il existe déjà aujourd'hui un certain nombre de changements que ces changements vont nécessairement aboutir à des grandes transformations. Il faut parfois être en capacité, effectivement, de changer d'échelle. Et changer d'échelle, ça n'est jamais totalement évident. Comment est-ce qu'on passe du local au global? Comment est-ce qu'on fait pour que des initiatives qui ont été prises de façon très localisée deviennent effectivement des moteurs de changement à un niveau beaucoup plus global? Ça n'est pas simple. Pour moi, et j'aimerais insister là-dessus, il y a 4 conditions qui me paraissent nécessaires pour pouvoir effectivement réussir ce changement d'échelle, réussir cette accélération. La première condition, si je puis dire, c'est d'abord la nécessité de disposer d'un certain nombre de connaissances partagées sur les défis à relever. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une région qui soit en neutralité carbone à l'horizon 2050? Quels sont les verrous qu'il faut relever? Quelles sont les différentes options stratégiques qui peuvent permettre d'y arriver? Deuxième condition, l'association des acteurs économiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à des défis qui sont des défis nouveaux. Face à ces défis nouveaux, la plupart des acteurs économiques ne sont pas armés pour pouvoir les relever. Et donc, pour pouvoir relever ces défis nouveaux, il faut que nous puissions créer des nouvelles coalitions d'acteurs, que nous puissions faire émerger aussi des nouveaux acteurs qui soient en capacité de les relever. Et évidemment, ça va de pair avec aussi le fait de relever ou de faire émerger des nouveaux modèles de création de valeur. C'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Hourdin. Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui est en capacité de relever les défis de la mobilité durable. Ce n'est pas les constructeurs tout seuls, ce n'est pas les collectivités territoriales tout seuls qui sont susceptibles de pouvoir le faire. Là aussi, bonne nouvelle, sur ces collectifs d'acteurs, vous avez aussi un coup d'avance. D'après ce que j'ai vu, par exemple, sur le biogaz, j'ai vu un réseau d'acteurs, Corby, qui se fédérait et qui permettait de répondre à un certain nombre de défis. J'ai vu aussi sur la ville d'Amiens que vous mettiez en place des modalités de gouvernance sur la mise en place d'un réseau de chaleur qui me paraissait assez innovant. Donc vous êtes là aussi terre d'innovation, terre de progrès. Troisième condition pour réussir ces changements d'échelle, disposer évidemment des moyens humains et techniques. Moyens humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire disposer des compétences qui seront nécessaires pour pouvoir effectivement accomplir cette troisième révolution industrielle. Et donc s'y préparer dès maintenant, les former. Il y a un énorme défi sur la formation. Ça veut dire également disposer des outils techniques, des outils administratifs, des outils financiers qui permettent effectivement de faire levier, de changer d'échelle. Et là aussi, je dirais, il faut être capable d'innovation. On peut innover dans le domaine administratif, on peut innover dans le domaine financier. Et puis, la période actuelle y est propice. Quatrième et dernière condition, j'en terminerai là, il faut pouvoir, pour changer d'échelle, s'appuyer sur une dynamique qui soit une dynamique collective et citoyenne. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, les changements à venir, les changements que vous portez, ce sont des changements de mode de vie. Ces changements de mode de vie, on aura nécessairement des résistances, des réticences à les accomplir si jamais on ne les rend pas désirables. Donc il faut pouvoir rendre ce changement désirable. Il faut pouvoir faire en sorte de donner envie de cette troisième révolution industrielle, de ce nouvel avenir. Et puis enfin, comme vous le savez, les changements à venir, ils ne résultent pas uniquement d'innovations techniques
mais elle résulte également de changements de comportement. Donc, l'innovation technique n'ira qu'avec des innovations sociales ou sociétales. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous acteurs du changement et que les citoyens doivent également se sentir impliqués et qu'il faut sans doute aussi au niveau politique pouvoir permettre l'expression de cette capacité d'action des citoyens telle que vous avez déjà réussi à très bien le mettre en place depuis le début de cette révolution industrielle. Merci. Écoutez, merci François Jouvenel. Vous allez continuer à nous suivre, aujourd'hui bien sûr, et puis par la suite. Peut-être qu'un jour on méritera d'ailleurs un bel article dans Futurible. Je pense qu'on fera tout pour ça. On a la possibilité, vous avez la possibilité de poser un certain nombre de questions. On est à votre écoute pour les recevoir. Peut-être pourrait-on prendre tout de suite une première batterie de questions, s'il y en a. Absolument. Bonjour messieurs. Alors il y a des questions effectivement. Alors il y a une première question que je vais poser à François de Jouvenel puisque vous venez d'intervenir, de Madame David. Que pensez-vous des premiers signaux faibles que nous pouvons relever en matière de comportement et notamment comportement sur les mobilités? Est-ce pour vous un changement de fond ou un feu de paille? C'est la question. Alors, excusez-moi. Non, les changements de comportement qu'on peut repérer aujourd'hui à travers toute la France et notamment en Hauts-de-France ne sont pas des feux de paille. Tous les changements de comportement qu'on voit aujourd'hui sont au contraire une manière révèlent le fait que les citoyens se sentent aujourd'hui tout à fait concernés, notamment par les problématiques environnementales, mais également par les problématiques économiques et sociales. Aujourd'hui, vous avez 95% des Européens qui considèrent qu'il est tout à fait primordial de prendre en compte les préoccupations environnementales. 95% des Européens. Merci. Alors, je vais reprendre une question pour Philippe Ourdin, peut-être, de Monsieur Ledoux, mais je crois que vous y avez répondu en partie dans votre intervention. La question, c'est quelles sont pour vous les dispositions à prendre pour que les entreprises s'orientent massivement vers la transition, et notamment les PME? Il faut vraiment qu'elle se l'approprient, ça c'est sûr. Je disais d'abord au niveau financier. Il n'y a pas que le niveau financier, mais c'est quand même important. Les plans de relance comportent tous un grand volet transition énergétique. Cette transition énergétique sera aussi dévolue aux entreprises, puisque les entreprises, la notion de rêve 3, c'est aussi du business, mais c'est aussi faire des économies d'énergie. Je parlais d'Aluminium Dunkerque, c'est aussi des économies d'énergie. Donc il faut nous appeler, c'est ce que je disais. Nous avons une équipe constituée de personnes du Conseil régional et de personnes de la Chambre de commerce, près de 30 personnes, qui sont capables de vous répondre. Nous avons aussi le réseau, tout le maillage territorial de la Chambre de commerce, et nous sommes capables de vous répondre. Faites-nous visiter votre entreprise, dites-nous quels sont vos objectifs. Nous sommes tenus bien sûr à la confidentialité. Et nous vous donnerons des idées, nous vous montrerons d'autres projets. On a 1250 projets en cours, 1250 projets en cours. On a une grande expérience de ce que l'on peut faire. Donc il n'y a pas de formule magique, il y a simplement une expertise, et à partir de cette expertise, avoir des idées, être créatif et trouver les bonnes personnes qui peuvent vous aider dans votre plan d'évolution Rêve 3. Une dernière question, ou juste pour vous, Philippe Vasseur de Madame Becquet. Les Hauts-de-France sont une des premières régions agricoles. En quoi l'agriculture peut-elle jouer un rôle dans la transition ? Eh bien, j'invite Madame Becquet à se joindre à nous pour le webinaire qui sera consacré à la bioéconomie. La bioéconomie est un des vecteurs centraux de Rêve 3, à différents titres, d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de la préservation des sols, de la captation du CO2, de l'utilisation de nouveaux matériaux, de matériaux biosourcés ou agrosourcés, comme on voudra. Il y aura un webinaire complet qui se tiendra sur ce thème-là. Donc, je lui donne rendez-vous, et c'est un sujet qui me tient à cœur, comme certains le savent. Et puis alors... Et déjà, je peux vous couper, Président? Non, mais non seulement vous pouvez me couper, Monsieur le Président, mais vous allez prendre la parole. Non, mais c'est juste pour rebondir là-dessus. Et notamment, on a un premier projet qui va sortir dans la région, c'est dans l'Aisne, sur à partir de la paille pour justement de la construction. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que les agriculteurs feront en moins avec leur production, mais par contre, avec la paille, il y a un nouveau débouché pour la construction. On est en plein dans Rêve 3 et on est aussi dans une forme de diversification. C'est du concret, c'est le premier projet qui sortira et ce n'est pas le dernier.
Non, mais je dirais, monsieur Xavier Bertrand, vous avez pris le micro, gardez-le, parce que votre témoignage à ce stade nous paraît important. Donc on a entendu Philippe Bourdin, j'ai rappelé ce que nous avions fait et ce que nous avions l'intention de faire. J'ai rappelé, François de Jouvenel a appuyé, j'ai rappelé également que dans son plan de relance qui a été voté le 30 juin dernier, la région avait fait une place importante à la dynamique REF 3. Alors, juste en quelques mots, pour ne pas monopoliser. REF 3, quand je suis devenu président de région, j'ai pu bénéficier de ce qui avait été mis en place par Daniel Percheron, par Philippe Vasseur et avec autour de Jérémy Rifkin. Et donc, vous savez, il ne faut pas croire en politique que tout commence avec vous, que c'est une page blanche et tout ça. J'étais très content de voir cet apport et on s'est dit comment on peut passer maintenant à la vitesse supérieure. Je suis convaincu que l'avenir économique de la région reposera en très grande partie sur la dynamique REF 3. J'en suis convaincu parce que c'est multiforme, c'est pas seulement un secteur. Et en plus, j'ai une conviction, je pense que nous pouvons faire la preuve ici qu'économie et écologie, ça sait se marier. Ça sait se marier. Je ne vais pas rentrer dans un débat ici avec les tenants de la décroissance et autres, mais moi je pense que l'on sait marier les deux et cette région a vraiment des atouts pour le faire. Une fois que j'ai dit cela, au-delà de l'ambition qu'il peut y avoir, il faut répondre aussi très concrètement à la question qui était posée tout à l'heure. Excusez-moi de revenir sur la question qui était posée tout à l'heure. Si on veut que REF 3 marche vraiment, je suis un acteur économique, quelle que soit la taille de mon entreprise, quel que soit mon domaine d'activité, quel que soit le département, je dois avoir la réponse à deux questions. REF 3, c'est quel accompagnement, c'est quel conseil? Comment je fais pour avoir un conseil rapidement? Et deuxièmement, REF 3, ça me permet de financer mon projet de quelle façon? Clairement, comment, combien? Excusez-moi d'être très prosaïque. Peut-être que je ne suis pas assez ambitieux sur les modalités, sur le process, mais c'est ça que l'on doit faire. Et toutes les équipes qui sont autour de Philippe Vasseur, elles doivent aujourd'hui pouvoir apporter la réponse aux deux aspects. Alors pour le combien, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Il faut aussi des moyens. C'est la raison pour laquelle on a décidé, après en avoir parlé, que notamment le fonds CAP 3 ERI va justement monter en puissance parce que je ne peux pas dire qu'on va passer à la vitesse supérieure avec le même budget, ça ne marchera pas. Donc on va passer d'une dotation région à 100 millions d'euros sur ce fonds-là, ce qui va nous permettre d'avoir un formidable effet de levier. Philippe me dit que c'est 1,5 milliard d'euros qu'on doit être capable de mobiliser. Il m'avait même dit plus, mais ça ne sert à rien qu'on parte dans des chiffres plus importants. Je préfère dépasser ce qu'on s'est fixé plutôt que d'être en deçà. Et donc ça va permettre de donner vraiment des clés de financement. Comment et combien? Et donc on est en train de faire toute cette transformation très rapidement parce que dans le plan de relance, il y a une logique de soutien parce que nous ne sommes pas encore sortis des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, mais sur la diversification de l'économie, sur ce mariage économie-écologie, je pense que c'est REF 3 qui nous donne vraiment la clé. Et cette clé, on l'a, beaucoup de régions nous envient, pas seulement des régions françaises. Il faut justement qu'on continue cette course en tête. Ce n'est pas une question de compétition avec les autres territoires, c'est tout simplement que je voudrais que l'on montre que ce choc, nous savons l'encaisser mieux que des crises précédentes et qu'on est justement en situation de rebondir. C'est ça l'enjeu et je crois que ça a été dit tout à l'heure, on est sur une forme d'adaptation. Les crises, ce n'est pas seulement l'occasion de découvrir quelque chose, c'est plutôt des révélateurs. Nous, ça faisait longtemps qu'on avait ça, justement, ce potentiel-là. On a longtemps été à 1000 projets, on est à plus de 1200 projets, Philippe le rappelait tout à l'heure. Sauf que pour celles et ceux qui nous écoutent, ils ont un projet. Comment on fait ? Et combien on peut bénéficier justement de financement, de soutien à ce projet? Ça, c'est la réponse qu'on doit clairement vous apporter dans les semaines qui viennent en fonction de vos projets. Si je peux me permettre, Philippe, rapidement, on a pris l'habitude de travailler tous ensemble avec une grande clarté pendant la crise Covid-19. On a créé un numéro unique. Ce numéro unique a servi à des centaines d'entreprises et des milliers d'entreprises pour justement avoir les solutions, trouver les solutions et bâtir une certaine fluidité. On utilisera ce même numéro pour les demandes REF 3, puisque ça fait partie aussi de la sortie de la crise. Tout à fait. Merci. Numéro que je donnerai à la fin. Merci, messieurs les présidents. Et si je ne prends plus la parole après, vous avez déjà expliqué REF 3 financement, les 3 piliers, non? Non, parce que... Pardon. Mais non, attends, tu peux dévoiler un peu les choses. Nous allons consacrer notre prochain webinaire, celui du 6 octobre, justement à expliquer quels sont les moyens qui sont mis en œuvre
et quels sont les projets que nous voulons développer. Mais c'est une bonne chose que le président de la région puisse présenter ce fonds qui s'appellera REV 3 Financement. REV 3 Financement, il y aura une part d'equity, une part de prêt et une part de subvention. C'est-à-dire qu'il y aura bien 3 compartiments dedans pour répondre aux différents besoins. Et ça sera les projets en lien avec la transition énergétique, bien sûr, l'innovation verte, la transition digitale, la réindustrialisation bas carbone, parce que, excusez-moi, je ne me referai pas, je continue à croire à l'avenir de l'industrie, d'une production qui vient se concilier avec les enjeux environnementaux, et bien évidemment l'économie circulaire. Cela fait partie, non pas d'un inventaire à l'après-vert, mais des secteurs dans lesquels on pense que les projets vont fleurir dans la région dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bon, branchez-vous la semaine prochaine pour en savoir davantage. Fanny, est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui, on peut prendre effectivement des questions. Je rappelle juste pour les questions que vous pouvez les poser via le chat. Donc n'hésitez pas, on en a beaucoup qui arrivent, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Puis les équipes REV 3 les compilent et il y aura des réponses qui seront apportées. Alors peut-être... Oui. Je précise que les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu au cours de ce webinaire feront l'objet de réponses ultérieures. Tout à fait. Auprès des personnes qui les posent. Tout à fait. Alors peut-être une question pour Monsieur Xavier Bertrand, mais vous venez d'en dire quelques mots, hein, si j'ai bien compris, sur le financement. Il y a une question qui dit, au-delà des appuis techniques qui existent, certes, les dispositifs financiers REV 3 pour les petites entreprises n'existent pas aujourd'hui. On peut trouver des projets, mais le cap financier est difficile. Non, alors justement, je me tournais vers Philippe en disant je rêve ou pas, mais non, même pour les très petites entreprises, sauf qu'on a beaucoup pensé au début que c'était plutôt grand groupe parce qu'il y avait des grands projets, notamment hydrogène, les trains au GNV, tout ce qui est biogaz injecté, on a des ambitions, et beaucoup se sont dit mais est-ce que c'est pour nous ? Mais un artisan qui décide d'évoluer justement dans ces modes d'utilisation, notamment sur des nouveaux procédés, il y a droit également. Donc c'est aussi pour les entreprises. Ce que je veux comme politique dans la région, c'est qu'on n'oublie personne, c'est-à-dire qu'il y a les grands groupes et les très petites entreprises. Et donc, Philippe, c'est bien le cas aujourd'hui, c'est bien le cas. Mais tu vois, si la question est posée, c'est que les gens ont encore le sentiment que pour être dans REV 3, il faut déjà être grand et costaud. Ce n'est pas le cas. Donc, on a besoin également d'ajuster toute notre communication pour bien montrer que c'est vraiment pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille. Et je serais même tenté de dire quasiment quel que soit le secteur d'activité avec ce que je viens d'évoquer à l'instant. Je ne sais pas, la personne nous laissera ses coordonnées pour qu'on la recontacte ? Tout à fait, ouais, on a les coordonnées, pas de problème. En parlant de praticité et par rapport aux petites entreprises, donc le numéro unique qu'elles peuvent appeler dès aujourd'hui, on leur répondra le plus efficacement possible et très très rapidement, 03 59 75 01 00. Donc là, c'est très pratique, très simple. Vous avez une idée, vous appelez le 03 59 75 01 00 et ne vous privez pas, je vous assure que c'est dédié à toutes les entreprises. Une autre question, si je peux, elle nous vient de Dan-Henri du journal La Gazette du Nord-Pas-de-Calais et de l'Association des journalistes de l'environnement. C'est une question qui concerne encore une fois le financement. Sans déflorer le webinaire du 6 octobre prochain, où en est le nouveau fonds d'investissement REV 3 ? De combien sera-t-il doté ? À partir de quand sera-t-il disponible et comment ? Sans en dire, on en dira plus au prochain webinaire, mais il y a des questions vraiment importantes sur ce sujet. Xavier Bertrand a répondu. 3 compartiments. Objectif, dans un premier temps, au minimum 500 millions d'euros au total. La région met 100 millions d'euros, effet de levier, et on arrivera à au moins 500 millions. On pourra donner des détails la semaine prochaine. Et puis, utilisation, je pense qu'on aura bouclé avant la fin de l'année ce fonds. Notre objectif, c'est de l'avoir mis en route avant la fin de l'année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc pour début d'année 2021. De toute façon, la dotation de la région sera là. Mais avant ça, il y a déjà aujourd'hui des fonds qui existent. Et même si on a à peu près 170 projets qui vont être éligibles justement sur l'année 2020, en progression importante, il y a encore des financements avec les autres leviers financiers aujourd'hui. En clair, si vous avez un projet et qu'il est urgent, n'attendez pas 2021 et la mise en place de REV 3 Financement pour nous contacter. Il y a aussi des moyens. Ce n'est pas que l'argent nous brûle les doigts, c'est pas ça. Mais on se dit aujourd'hui que dans cette période, un bon projet, il ne faut pas qu'il attende un siècle pour avoir le bon financement. Donc dès maintenant, il est possible de nous contacter avec les outils existants.
Alors, une autre question pour vous, Xavier Bertrand, si vous le voulez bien. Il y a une question, des encouragements d'abord par rapport au plan de relance qui a été mis en place dans la région de France. Merci, c'est formidable ce que vous faites. Isoler une école et l'équiper de panneaux solaires, ça peut en faire partie? C'est une question directement pour vous. La réponse est oui. On est en train de déroger beaucoup à ce qu'on avait fait en termes de financement, parce que pour l'instant, j'ai urgence. Et je pense que si on gagne du temps, si le plan de la région, ce n'est pas 1,3 milliard qui vole en l'air, qui sont des chiffres comme ça jetés, mais que ça arrive vraiment dans l'économie, je pense qu'on sera capable de mieux encaisser le choc économique et de garder de l'emploi et de redonner aussi de l'emploi. Donc, par exemple, les bâtiments scolaires, périscolaires, ce n'est pas ce que finançait la région. Là, pendant la période du plan de relance, on va les financer parce que ça donne du travail. Et donc, moi, vous le savez, tant que chacun connaît ma position sur l'éolien terrestre, sur le photovoltaïque, je crois foncièrement au photovoltaïque. Et donc, on est en train de booster, pas seulement pour avoir des fermes solaires, mais aussi pour pouvoir équiper des bâtiments publics de la région, bâtiments des collectivités et aussi bâtiments. Je le dis aussi, on a des logisticiens importants dans la région et quand on fait des grandes surfaces, mettre des panneaux solaires, c'est pas stupide. Hein. Et aussi sur un certain nombre de bâtiments agricoles ou autres, où là, on va mettre en place des outils de financement spécifiques. Donc oui, le photovoltaïque va être aussi éligible, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on n'a pas évoqué un contributeur possible, qui est l'Europe. L'Europe qui a lancé à la fois son New Green Deal et qui a complété avec un plan de relance qui va tout à fait dans le sens de REF3. Alors je voudrais vous livrer peut-être pour commencer un deuxième témoignage rapide de Jérémy Rivkin qui fait allusion à l'Europe. We are shifting to a new era. The age of resilience is here. And the REV3 programs that we see now are geared to this transition of infrastructure to create a resilient and agile and adaptive infrastructure for a new way of life. We're going to have to count on taking responsibility in our local regions. We're going to have to see more globalization where regions are more self-sufficient. So my thought is that this REV3 forum this year is really important. I'm currently working with the Van der Leyen Commission. I'm advising Vice President Šefčovič, once again, who is in charge of long-term policy changes for the Commission. And as you know, the new plan for the European Union is Digital Europe and New Green Deal. And I've been pleased to work with the European Commission leadership and the parliamentary leadership to advance this cause. Haute-de-France is and should be our primary pioneer test region to transition into a REV3, Third Industrial Revolution, zero-emission society to address climate change, to become more resilient to pandemics. I, for sure, have already, in my conversations with the executive vice presidents and the vice presidents of the European Commission and the president of the Parliament, have on every occasion mentioned Haute-de-France as our pioneer region. Ce que dit Jérémy Rivkin n'est pas neutre. On compte évidemment beaucoup s'engouffrer dans cette ouverture européenne dont nous essayons de bénéficier au maximum. Et je dois avouer qu'avec son appui d'ailleurs, les contacts sont assez fructueux. Nous avons notamment aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, et on va le prouver dans un instant, l'appui du vice-président qui est chargé des relations institutionnelles et de la prospective, qui est Maroš Šefčovič, et qui est, je crois, aujourd'hui, qui suit avec beaucoup d'attention ce qui se fait en Haute-France. Je vous propose de l'écouter, ça dure 1 minute 40. Bonjour. Merci à Monsieur le Président de m'avoir invité à vous parler. Depuis 7 ans, avec le programme REV3 et les conseils de mon ami Jérémy Rivkin, vous avez montré la voie. Plus de 1000 projets mobilisant tous les acteurs pertinents. Et tout cela en cohérence avec la Pacte verte européenne. Félicitations. Mais le chemin est long et semé d'embûches. La pandémie Covid-19 nous rappelle brutalement des besoins essentiels d'avoir une vision de long terme et d'être résilient.
C'est à ce prix seulement que la région Hauts-de-France et l'Union européenne dans son ensemble seront capables d'atteindre leurs objectifs. Je suis sûr, au vu de l'énorme travail que vous avez engagé au fil des ans avec Grève 3, que vous avez un savoir-faire sur lequel nous pourrons compter. Tout ceci se place dans une perspective pratique et concrète qui correspond bien à vos démarches de décarbonation dans l'industrie lourde, de transition énergétique dans le ferroviaire, le développement d'une filière hydrogène vert. J'espère que vous profiterez de toutes les opportunités de financement offertes par le programme Next Generation EU et tous les moyens offerts par les fonds européens. Rêve 3 est clairement dans la ligne de notre double transition verte et digitale. Je vais vous encourager à continuer votre travail et à montrer l'exemple d'une transition réussie sur la base d'une prospective convaincante. Une réaction, Monsieur le Président Bertrand? Non, c'est vrai que on a aujourd'hui, c'est vrai, je pense marqué à l'époque la Commission européenne, notamment dans les fonctions présidentes du vice-président, très intéressé. Maintenant, on essaye de passer à l'étape supérieure parce que, bon, je ne vous le cache pas, ce réflexe, on peut nous le reprocher. Avec Philippe, quand on a vu justement cette nouvelle logique, ce Green Deal européen, on s'est dit, c'est aussi pour nous. Donc, il faut qu'on en bénéficie. Donc, on a eu bien évidemment du retard avec la gestion de la crise Covid, les suites de la crise Covid par la Commission européenne. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec Ursula von der Leyen pour dire très vite, il faut maintenant qu'on passe aux travaux pratiques. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Philippe? Pour le territoire démonstrateur et innovant, oui, les Hauts-de-France, c'est pas qu'on est candidat, on est légitime. On est légitime. Et je dois d'ailleurs rappeler que Xavier Bertrand a écrit à Ursula von der Leyen pour lui demander que nous soyons reconnus comme territoire démonstrateur de cette nouvelle politique. Philippe? Oui, il y a une phrase de M. Šefčovič qui m'a vraiment interpellé. Nous allons vers une société Rêve 3. Et je pense, depuis tout à l'heure, je parle de modalités pratiques, je parle de différences concurrentielles, je parle d'intérêt des entreprises, mais les entreprises aussi doivent être des militants d'une société différente, d'une société Rêve 3. Et je pense que là aussi, les entreprises seront au rendez-vous. Surtout dans une région comme la nôtre, qui a quand même tout à fait un bon héritage. Fanny, des questions? Oui, on a une réaction par rapport à ce message de l'Europe. Message de l'Europe qui est encourageant, certes, mais l'Europe, c'est loin. Pour accélérer, pouvons-nous envisager des relations plus directes? Peut-être pour vous, Philippe Vasseur. L'Europe, c'est pas loin, c'est à 35 minutes. Hein. Non, mais très sérieusement, on a aussi cette grande proximité avec eux. Et vous savez, quand l'Europe se met d'accord, eh bien, ils sont plus rapides qu'on pense. Je vais en porter témoignage avec le projet du canal Seine-Nord-Europe. Quand ils se mettent d'accord, après, ça roule. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'entourloupe, si vous voyez ce que je veux dire. Ça déroule vraiment. Donc, je dis à cette personne, non, le problème, c'est que après, c'est pour valider les plans au niveau européen. C'est vrai que, j'allais dire à 27, c'est tout à fait le cas avec les Britanniques maintenant, c'est pas 26 ou 27 fois plus long, mais quand ça marche, c'est 26 ou 27 fois plus vite et plus fort. Enfin, surtout plus fort. Donc là, aujourd'hui, eux cherchent des territoires démonstrateurs, on est là. Et donc, à partir du moment où ils ont validé le process, je pense que ça peut effectivement aller très vite parce qu'ils ont besoin de montrer que l'Europe est concrète. Et là, c'est un exemple en or. Alors, pour compléter ce que vient de dire Xavier, nous avons des contacts qui sont des contacts aujourd'hui directs avec le cabinet de Maroš Šefčovič, avec le cabinet de Frans Timmermans. Donc, ces contacts-là, bon, quelquefois, vous savez, on s'imagine que tout se passe sur la partie immergée de l'iceberg. Non, là, au fond, on travaille et les contacts, pas plus tard que la semaine dernière, ont eu lieu encore entre nos équipes et les équipes de la Commission. On parle de l'Europe, il y a une question aussi sur les collectivités. Quelle association au projet Rêve 3 des principales collectivités de notre région, les métropoles, les départements, des projets coportés avec la région sont-ils prévus? Vas-y. Oui, je donne juste un exemple parce qu'il me vient en tête. J'étais encore quelques semaines président de la commission d'agglomération de Saint-Quentin. Il y a des projets qui sont communs. Ce qu'on a voulu faire et ce que Philippe a remarquablement fait, c'est d'aller dans les territoires pour voir les collectivités locales et pour voir aussi les entreprises, pour leur dire Rêve 3, c'est pour vous.
c'est pour vous. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont déjà rebondi avec des projets. Philippe peut donner d'autres exemples que l'exemple saint-quentinois. Mais encore une fois, c'est toujours ce même principe, ce qu'évoquait Philippe Bourdin. Si on bosse ensemble, on va être plus efficace. Et ce n'est pas seulement la région qui compte, c'est la façon dont, dans la région, on arrive à associer tout le monde. Il y a des collectivités, quelle que soit leur taille. Moi, j'ai des projets, tu te rappelles, dans l'Oise, un maire qui disait « moi, je veux porter pourtant quelques milliers d'habitants seulement » et il voulait s'inscrire dans REF 3. Tout à fait. On a aujourd'hui des territoires qu'on appelle territoires démonstrateurs qui sont bâtis donc avec une logique REF 3, Fourmi notamment, 12 000 habitants, et qui est exemplaire en la matière, c'est une vraie vitrine, et puis des territoires plus grands comme le pôle métropolitain de l'Artois avec 650 000 habitants. Il suffit de vouloir faire ensemble. C'est vraiment la base, c'est notre ADN, quoi, vouloir faire ensemble. Ce n'est pas seulement pour les très grands, ni pour les entrepreneurs, ni pour les collectivités. Absolument. François de Jouvenel, peut-être une réaction à cette idée d'embarquer tout le monde et de travailler ensemble sur ces grands enjeux pour notre région? Oui, rapidement, moi ce que je trouve remarquable, c'est qu'il y a un alignement des planètes là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une zone de turbulence extrêmement forte à cause de la crise du Covid, qui crée plein d'opportunités. Et on voit qu'il y a un alignement des planètes parce qu'entre le local, le régional et le niveau européen, on tient le même langage. On tient le même langage à la fois en termes d'ambition, et puis également, on met en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de traduire ces ambitions en actions concrètes, immédiates, pragmatiques. Donc ça, je trouve ça formidable. Ensuite, deuxième réaction, quand on dit l'Europe c'est loin, je suis persuadé qu'il y a plein de gens aussi qui se disent REF 3 c'est loin dans la région. Et en fait, l'Europe, non, l'Europe c'est ici, c'est pas même pas à 35 km. Ici, on est en Europe. Ici, c'est REF 3. Je suis persuadé que sur votre territoire, vous avez beaucoup plus que 1200 projets qui pourraient être estampillés REF 3. Le nombre de gens qui s'impliquent localement dans leurs entreprises, dans la transformation de leurs entreprises, dans la transformation de leur territoire, de leur quartier, etc. Tous ces gens-là, en fait, participent, sans même le savoir, à la dynamique REF 3. Donc il y a aussi comment est-ce qu'on réussit à fédérer ce qui se fait déjà, et éventuellement à l'estampiller pour aussi montrer sa force, montrer son dynamisme, etc. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a tous les éléments pour pouvoir introduire ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire vraiment un changement d'échelle, qui soit un changement d'échelle majeur. Alors, on a d'autres questions. À nouveau, alors peut-être je vais prendre celle de, pour vous, Monsieur de Jouvenel, d'Olivier Ducoing, d'Écho 121 et également du journal Les Échos. Vous évoquez la nécessité d'innovation dans l'administration. Or, voilà des années que l'expérimentation se heurte au circuit classique. Voilà, ça rejoint aussi ces sujets, l'innovation. Comment en sortir ? Alors moi, je n'ai pas de recette. En fait, l'innovation, c'est un impératif. On entend toujours parler d'innovation. En fait, l'innovation, ce n'est pas facile. Quand vous dites à quelqu'un ou à une administration, à une entreprise d'innover, le message implicite que vous lui faites passer, c'est ce que vous faisiez jusqu'à présent, ce n'est pas génial. Et il faut changer. Donc en fait, ce n'est pas évident. Donc être en capacité de changer de regard et d'avoir un discours positif sur l'innovation, ça passe aussi par le fait d'associer justement les différentes parties prenantes à ces processus de changement dans les façons de faire et dans ce qu'on est en train d'essayer de réaliser. Dans l'administration, même chose, je n'ai pas de recette, mais je suis persuadé que la crise actuelle, la période actuelle, est source d'un grand nombre d'innovations. Déjà, essayons de regarder tout ce qui s'est fait. L'administration, elle a continué à fonctionner. L'administration régionale ici, elle a continué à fonctionner. Pourtant, les processus n'étaient pas prévus, ils n'étaient pas anticipés, ce n'était pas préparé. Donc, il y a une force en fait d'innovation qui est extrêmement forte dans tous les collectifs, y compris dans l'administration. Donc, il faut réussir déjà à la manifester, à la valoriser, et ensuite à essayer de voir comment est-ce qu'on est en capacité de la canaliser vers des objectifs qui sont ceux que vous portez. Merci. Alors, on a une question à nouveau sur le financement. Souvent, les conditions d'éligibilité sur la taille des projets bloquent des projets à très petite échelle, 10, 30 ou 50 K €. Espérons que les détails du fonds permettront d'y répondre. C'est une réaction, mais ça, on peut y... Peut-être Xavier Bertrand pouvait y répondre. Si on veut que le plan de relance fonctionne, il faut que ce soit simple. Simple. Si ce n'est pas simple, ça ne marche pas. Non seulement les gens se disent, bon, peut-être qu'ils veulent faire, mais de toute façon, ils ne se mettent pas à notre place. Et c'est vrai qu'on a essayé sur plein de formalités, notamment à la région, tous les dossiers du plan de relance aujourd'hui, c'est 1 mois maximum pour la réponse. Et je souhaite que ce soit la même chose, notamment pour tous les projets qui seront déposés à partir de maintenant sur la 3e révolution industrielle. Ce qui nous permet déjà, c'est qu'on a voté le plan en juillet, on l'a expliqué. Au moment où je vous parle, en septembre, on a plusieurs dizaines de millions d'euros
qui ont déjà été validés et qui vont être injectés dans l'économie. Donc ce qui montre que j'ai bien conscience que si ce n'est pas simple et si ce n'est pas pour tout le monde, y compris les très petits projets, avec même des projets à 10 000 ou 50 000 euros, ça ne marchera pas. Parce que si on finance que les grands projets, c'est bien, mais il manquera quelque chose. Et l'effet d'entraînement, il est justement là. C'est les grands qui vont tirer les petits. Non, c'est aussi des petits projets qui vont me créer de l'activité sur justement l'ensemble du territoire. Parce que tous les petits projets ne seront pas dans la métropole. Ils seront aussi dans des secteurs, on a parlé tout à l'heure de fourmis, sur des secteurs qui semblent être des secteurs plus en difficulté économique. C'est pour ça que j'ai besoin que l'on fasse du simple de chez simple. Et peut-être c'est du simple, ça rejoint la question aussi qui vous est posée. L'accélération de la transition passera aussi par les citoyens. Alors on parle plus des entreprises aujourd'hui, mais comment Rêve 3 peut toucher plus efficacement le grand public? Vous y avez répondu tout à l'heure avec aussi la question des panneaux solaires sur les écoles. Ça concerne le quotidien ça, des citoyens. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit, nous, peut-être plus visible quand il y a des opérations qui sont lancées de cette nature. On parle de 1250 projets aujourd'hui. Je pense que ces projets-là, il faut montrer que ce sont des projets qui rentrent dans le cadre de Rêve 3. Mais c'est une œuvre de longue haleine. Aujourd'hui, informer, ça va tellement vite que dès qu'on rentre sur des sujets qui sont des sujets en profondeur, ça devient un peu compliqué. Mais on y arrive petit à petit. Une question pour Philippe Ourdin. Je suis une PME. Par où commencer pour entrer dans la transition Rêve 3? Une vaste question. Vous avez 2 heures. Oui, c'est vraiment 2 minutes. C'est vraiment un sujet très vaste. Je parlais tout à l'heure des exemples d'entreprises industrielles. Alors, une petite entreprise, qu'est-ce que c'est exactement? C'est très vaste, mais on peut commencer déjà par faire le tour de son activité. Et il existe des conduites Rêve 3 à tous les niveaux. On parle d'économie circulaire, on parle d'économie de la fonctionnalité. C'est vrai que ce sont des termes un peu techniques, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même des méthodes de travail un peu simples. Chacun peut s'approprier ses moyens. C'est pour ça que on sort d'abord une plaquette très bientôt qui expliquera tout ça. On en a déjà sorti. Et c'est pour ça que je parlais aussi du numéro unique. Je pense que pour une entreprise, s'approprier Rêve 3, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que c'est une transformation mesurée de l'entreprise. Et cette transformation, c'est vrai que c'est un peu technique, c'est vrai qu'ils font des conseillers, mais nous avons des conseillers, nous avons des gens qui peuvent vous aider, nous avons des gens dans tout le territoire. Donc n'hésitez pas à vous en servir. D'ailleurs, la Chambre de métier soutient aussi notre projet. Donc n'hésitez absolument pas à vous en servir. Un commerçant peut, par exemple, faire de l'économie circulaire, de la récupération de déchets un peu particulière ou autre, avec, par exemple, le centre multimodal de distribution urbaine à Lille. Des tas de modèles existent et ça, il faut nous appeler, c'est le meilleur moyen. Juste un point, excusez-moi, je dois avoir un peu de retard à l'allumage là ce matin, mais je pensais à ça, je ne voulais pas interrompre Philippe. On parlait notamment de la démarche grand public. On a lancé un appel à projet auprès des lycéens, justement, sur Rêve 3 et son appropriation. Et pas seulement en termes de débouchés pour eux, parce que ce sont aussi de nouveaux métiers. Et l'idée qu'on avait au départ, et là on a pris un peu de retard, c'était de dire qu'il faudrait, notamment dans un certain nombre de lycées professionnels par exemple, avoir une forme d'antenne ou de guichet Rêve 3 pour expliquer aux jeunes. Et là, on a décidé d'inverser ça. C'est-à-dire on lance un appel à projet et dans les lycées, s'il y a un appétit pour Rêve 3, là on financera justement le projet. Donc c'est ce qu'on vient de lancer parce qu'on est conscient qu'il y a la démarche grand public et pour la démarche grand public, jouer la carte des jeunes a toujours du sens. Une dernière question avant de vous laisser le soin de conclure et d'annoncer les prochains webinaires. Excusez-moi, je suis porteur de projet à Roubaix. J'ai vu votre communication sur les accélérateurs. Pouvez-vous m'en dire plus, Philippe Vasseur? Je vais laisser Philippe Ourdin en parler, puisque les accélérateurs, ça a été une initiative qui a été prise par la mission Rêve 3 sous couvert de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, merci. C'est un bon exemple d'une petite entreprise, d'une entreprise naissante qui a des projets Rêve 3, qui a des projets de développement Rêve 3, qui a des idées par rapport à Rêve 3 et qui veut faire avancer justement ces process. Et nous avons donc organisé il y en a aujourd'hui une dizaine dans toute la région, une dizaine d'accélérateurs Rêve 3, c'est-à-dire un accueil pendant 6 mois des entreprises, des chefs d'entreprise qui se forment. Par exemple à Douai, vous avez l'école des mines
qui participe au projet et qui forme les chefs d'entreprise, qui soutient leur projet, qui trouve éventuellement des financements et qui continue à suivre leur projet. Donc ça, c'est du concret. Il ne faut pas être une grande entreprise. Je discutais l'autre jour avec une entreprise, il y a le mari et la femme. Ils démarrent formidablement bien grâce à cet accélérateur. Et là, n'hésitez pas. C'est toujours ce que je dis. Le numéro unique dont je vous parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous en servir. Très bien. Et il y a également le site internet pour compléter vos propos, rêve3.fr, où je crois qu'il y a un formulaire de contact à remplir pour les porteurs de projets pour accéder à ces accélérateurs, en plus bien sûr des numéros que vous avez cités, Philippe Ourdin, le numéro de téléphone de la plateforme Plan de Relance. Je vous laisse le soin de conclure, Philippe Vasseur. Oui, je voulais dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, on a planté le décor en quelque sorte. On a rappelé quelques fondamentaux, comme on dit. On a montré quelle était la direction générale. On a affirmé, et j'en remercie les participants, la volonté d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus fort, de mettre de nouveaux moyens en œuvre. Bref, on a vraiment affiché une grande direction. Vous allez avoir, dans les mois qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent, une série de webinaires qui vont être consacrés sur des sujets qui sont des sujets plus pointus. On va en avoir sur l'hydrogène, on va en avoir... Je ne sais pas si on n'a pas la liste, là, si on ne peut pas publier la liste des prochains webinaires. On a évoqué celui de la semaine prochaine, de mardi prochain, qui sera sur les moyens, avec l'explication, notamment, entre autres, du fonctionnement du fonds. Et puis vous aurez une série de webinaires consacrés à la mobilité, consacrés à la bioéconomie, consacrés, j'en oublie bien évidemment, à l'industrie CO2, etc. Vous aurez donc réponse en quelque sorte à tout. Je voudrais remercier la région et son président Xavier Bertrand. Ce n'était pas évident, il l'a rappelé tout à l'heure. Vous savez, en général, quand une majorité succède à une autre majorité, on essaye de jeter à la poubelle ce qui a été fait sous la précédente majorité. Ça aurait été une erreur, une stupidité complète. Et d'ailleurs, je trouve qu'à un moment ou à un autre, dans le cadre de ces forums, ce serait peut-être bien de donner la parole à Daniel Percheron pour bien montrer comment les choses se passent. On a, je pense, tous les atouts. On a une volonté qui est une volonté collective. On parlait l'autre jour, tout à l'heure, on parlait de la tribune qui avait été signée par les chefs d'entreprise et qui a été signée par la Chambre de commerce et d'industrie, par la Chambre de métiers et par la Chambre d'agriculture. On a vraiment le monde politique aussi, je crois, aujourd'hui. Bon, on va rentrer dans une période où on va essayer d'éviter les sujets qui sont les sujets polémiques. Je suis intimement convaincu que les nouveaux modèles économiques aujourd'hui sont incontournables et je suis intimement convaincu que la région de Hauts-de-France a tout ce qu'il faut pour réussir cette transition. Merci, Monsieur le Président Xavier Bertrand. Merci, Monsieur le Président Philippe Ourdin. Un grand merci à François de Jouvenel. J'aimerais bien qu'il continue à suivre, même de loin, un peu nos travaux pour nous apporter son regard, qui est un regard quelquefois disruptif et quelquefois critique, mais qui est plutôt encourageant. À la semaine prochaine pour donc un nouveau webinaire. Et merci pour ce 12-13, il est prometteur.